Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui de nouveau pour une séance de travaux dirigés et dont l'objet est la résolution de l'exercice numéro 5 de la série sur les quadripoles. Donc, on va tout de suite donner l'énoncé de cet exercice. Bon. On est en présence d'un quadripôle caractérisé par les éléments de sa matrice hybride qui sont définis par le système d'équations que voici. On nous demande dans une première étape de déduire à partir de ce système les éléments de la matrice impédance, à savoir les ZIJ. Ensuite, dans une seconde étape, on nous demande de déterminer ou de donner le circuit électrique du montage étudié. Ensuite, on suppose que donc le montage ainsi établi est alimenté en entrée par un générateur de tension réel et chargé en sortie par une résistance RL. On nous demande alors dans une première étape d'exprimer la fonction de transfert T de oméga qui est égal à V2 sur E et de déduire par la suite là où les fréquences caractéristiques de cette fonction. Et enfin, en fin de cette question, on nous demande de tracer le diagramme de Bott. Dernière question traite de l'étude de l'adaptation. Donc on nous dit que pour adapter le quadripôle, on remplace la charge RL par une inductance d'impédance ZL qui est égale à JL oméga. Alors, cette question est partagée en deux. On nous demande dans une première étape de calculer l'impédance d'entrée et d'en déduire les conditions d'adaptation. Enfin, on nous demande de calculer la valeur à donner à L lorsque l'adaptation est réalisée. Donc, sans plus tarder, on passe à la résolution de cet exercice. Donc, on nous dit que ce quadripôle est caractérisé par sa matrice hybride et le système, il est donné V1 égale à 1 sur JC oméga I1 plus V2 et I2 égale à moins I1 plus 1 sur RV2. Donc, ça, c'est le système hybride. Dans une première étape, on nous demande donc de... Alors, où est la question déjà? Déterminer la matrice Z, voilà. Donc, on nous demande de déduire à partir de la matrice hybride les éléments de la matrice impédance Z. Alors, dans ce genre de questions, il faut savoir ce qu'on cherche. On nous demande les éléments ZIJ. Donc, la première étape, c'est d'écrire le système en ZIJ et voir comment il se présente. Donc, V1, ça c'est l'objectif. Hein. V1, c'est Z11I1 plus Z12I2. V2, I2, oui, pardon. Oui. Et V2 égale à Z21I1 plus Z22 I2. Donc, notre objectif, c'est trouver les ZIJ. Ça, c'est l'objectif à atteindre. Alors, on devrait atteindre cet objectif en utilisant le système qui est donné, c'est-à-dire le système des paramètres HIJ. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on n'a aucun circuit, donc on est obligé d'utiliser ceci. Alors, il faudra donc bien observer le système et essayer de le transformer en ZIJ. Alors, pour la deuxième relation, elle s'y prête bien, tout simplement. Pourquoi? Parce que regardez, si je transpose I1 de l'autre côté, je vais avoir V2 égale à F de I1, I2. Et donc, la deuxième relation,
elle me donne directement la deuxième relation en ZIJ. Donc, je peux l'écrire. Donc, l'équation ou la relation 2 implique que I2 égale à moins I1 plus 1 sur RV2. Et donc, si je l'arrange en transposant ce terme et en multipliant par R les deux côtés, je vais avoir tout simplement V2 égale à quoi? Égale à R I1 plus I2. Et c'est donc RI1 plus RI2. Donc, si j'identifie cette équation, donc, alors celle-là, je vais l'appeler 3. Et celle-là, je vais l'appeler équation 4. Et donc, V2 égale à RI1 plus RI2, elle est identique à l'équation numéro 4. Et donc, par identification de ces deux-là, je peux déduire Z2.1 et Z2.2. D'accord? Donc, je peux déduire Z2.1 et Z2.2. Je peux les écrire de ce côté pour ne pas effacer le tableau. Donc, Z2.1 égale à R et Z2.2 égale à R. Ça, c'est ce qu'on vient de trouver. Je remets les numéros ici, 1 et 2. D'accord? Et maintenant, on va chercher Z11 et Z12. Donc là, j'efface. Alors, on cherche Z11 et Z12. Donc ça, c'est la 3 et ça, c'est la 4. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la première relation, dans la première relation, V1, là, je ne l'écris pas, j'ai V1 en fonction de I1 et de V2. Alors que là, je dois exprimer V1 en fonction de I1 et de I2. Donc, j'ai un intrus. L'intrus, c'est quoi? C'est V2. Il faudra donc le transformer en I2. C'est simple, puisque la deuxième relation me donne directement V2 en fonction de I1 et de I2. Donc, si j'ai V2 en fonction de I1 et de I2, je l'injecte ici et c'est gagné. Donc, je vais dire que la deuxième relation va me donner V2, et on l'a établi tout à l'heure, c'est RI1 plus I2. Donc, cette relation, je vais l'injecter dans la première. Alors, je vais faire ça pour ne pas trop surcharger. Bon, c'est pas grave. Voilà. J'injecte ce V2 dans la première relation. Et qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir donc que V1 égale à 1 sur JC oméga, I1, ça ne change pas, plus R I1 plus R. Donc, si j'arrange cette expression, j'obtiens 1 sur JC oméga plus R, facteur de I1, plus R I2. Donc, cette dernière expression, si je l'identifie avec la relation numéro 3, je pourrais déduire les éléments Z11 et Z12. En effet, donc Z11 serait égal à R plus 1 sur JC oméga et Z12 serait égal à grand R. Et ainsi, je pourrais compléter les éléments ZIJ. Donc là, c'est R plus 1 sur JC oméga et Zn2 égale à R. Ainsi, on pourrait écrire la matrice Z qu'on vient de déduire à partir des éléments de la matrice hybride. Et la matrice Z s'écrirait de la manière suivante. Donc, Z égale. Donc, Z11, c'était R plus 1 sur JC oméga. Et tous les autres éléments, à savoir Z12, Z21 et Z22, ils sont tous égaux à grand R.
Et donc, voici la matrice impédance de mon quadripôle. Dans une seconde étape, on nous demande de donner le circuit électrique au quadripôle. Alors, faites attention, c'est le circuit électrique qui est demandé et non pas le circuit électrique équivalent. D'accord? Donc, c'est le circuit réel constitué des éléments R et le condensateur C. Donc, comment on va procéder? Alors, il suffit, bon, si on nous a posé la première question, c'est-à-dire déterminer les éléments ZIJ de mon quadripôle, c'est pas pour rien, c'est bien entendu pour les utiliser. Donc là, j'ai V1 qui est égal à R plus 1 sur JC oméga I1 plus R I2. Et j'ai V2, c'est R I1 plus R I2. Donc, on va essayer de transformer ces deux équations qui paraissent mathématiques en circuit électrique, tout simplement. Alors, c'est clair que j'ai V1 égale à des termes, à la somme de plusieurs DDP, et donc ça me rappelle la loi de Kirchhoff, et donc ce sont deux équations de maille. Donc ça, cette équation représente l'équation de la maille 1, et celle-là, c'est l'équation de la maille 2. Donc, a priori, je n'ai pas d'idée comment va se présenter mon circuit, mais on va aller étape par étape et vous allez voir comment on arrive à construire un circuit réel à partir de ces éléments de la matrice Z. Donc, on démarre des notions qu'on connaît. Donc, je sais que n'importe quel circuit, il faut qu'il soit relié à la masse. Donc, je commence par choisir un trait pour la Terre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je sais que c'est un quadripôle en fait. Donc, je mets ma carcasse du quadripôle. Voilà. Un quadripôle, qu'est-ce qu'il a? Il a deux bornes d'entrée, donc une tension V1 à l'entrée et le courant I1. Et en sortie, j'ai le courant I2 et la tension de sortie V2. Voilà. Et maintenant, comment je vais injecter les éléments à l'intérieur? Là, j'ai deux équations. Je sais que, bon, ma tension d'entrée V1, selon la première relation que j'ai, elle est égale donc à R plus 1 sur JC oméga I1 plus R I2. Donc, qu'est-ce que je remarque ici? Je remarque tout simplement que cet élément R, il est parcouru par deux courants. Il est parcouru en même temps par I1 et en même temps par I2. Et donc, et là, la deuxième relation, elle me confirme ceci et je remarque que V2 égale donc à R I1 plus I2. Donc, je le réécris ici en mettant des parenthèses, I1 plus I2. Et donc, mon élément R, c'est sûr qu'il va être commun à la première maille et à la deuxième maille. Donc, je commence par placer mon R. Voilà. Il est commun à la première et à la deuxième. Et je sais que le courant qui parcourt cet élément, c'est I1 plus I2. Alors là, on commence à voir clair. Regardez. Mais je sais d'autre part que V2, c'est RI1 plus I2. Donc, ce V2, je le retrouve ici. Donc, je n'ai pas intérêt à placer un élément entre les deux. Donc, ce qui est certain, c'est que là, j'ai un fil. Et c'est mon I2 qui va venir ici. Mon V2, je le retrouve là. Voilà. Donc, pour la première, pour une partie de mon circuit, c'est réglé. Il me reste à compléter cette partie. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que là, mon équation V1, elle est égale à R I1 plus R I2. Donc, c'est R I1 plus I2 que je retrouve ici. D'accord? Donc, V1 égale à R I1 plus I2 plus une DDP qui est là. Mais qui serait égale à quoi? Là, je vois que V1, je l'écris ici. V1, c'est quoi? C'est R
I1 plus I2 plus 1 sur JC oméga I1. Donc, cette relation, c'est la même. Hein? Donc, c'est la une. Hein? Je l'ai seulement réécrit de cette manière. Et donc, ce V1, je le retrouve ici. Il n'y a pas de problème. Ce R, I1 plus I2, je le retrouve ici. Et donc, cette partie restante, c'est la DDP qui va se trouver là. Puisque V1, c'est la somme des DDP. Et donc, un élément parcouru par le courant I1, c'est quoi? C'est le condensateur de capacité C. Et donc là, je vais placer mon condensateur. Et ce condensateur est parcouru par I1. Et donc, on voit bien que donc, la première maille s'écrit V1 égale à R I1 plus I2 plus 1 sur JC oméga I1. Et ça représente l'équation 1. La maille de sortie, elle représente V2 égale à RI1 plus I2 et elle représente l'équation numéro 2. Et ainsi, voici, ça c'est mon circuit, donc je vais le mettre en évidence en l'encadrant. Voilà. Et donc ça, c'est le circuit de base sur lequel on va travailler. Et on passe à la troisième question, donc, qui consiste, on nous dit, l'entrée du circuit est excitée par un générateur de FEME et de résistance interne petit r. Le quadripôle est chargé par une résistance RL. Alors, on nous donne petit r égale à 50 ohms, R égale à RL égale à 1 kOhm et C égale à 1 microfarad. On nous demande dans une première étape d'exprimer la fonction de transfert T de oméga qui est égale à V2 sur E. V2 sur E et de la mettre donc sous une forme standard puisqu'on nous demande de déduire les fréquences, là où les fréquences caractéristiques. Alors, les fonctions de transfert, vous savez très bien qu'il y a des formes standards T0, T1, T2 et T3. Et donc, toute fonction de transfert, aussi compliquée qu'elle soit, il faut qu'elle soit exprimée en fonction des formes standards. Alors, mais avant de passer à la forme standard et d'identifier les fréquences caractéristiques ou les pulsations caractéristiques de ma fonction, il faudra d'abord la déterminer en bloc, ensuite on passera à la forme standard. Donc ici, si je reprends mon schéma, puisque V2 est aux bornes de RL, et cette tension est aussi aux bornes de R, donc elle est aux bornes de RL en parallèle avec R. Et là, petit r, et comment par rapport au condensateur, elles sont placées en série. Donc en fait, mon montage, là c'est pour simplifier le travail, mon montage il va se restreindre à quelque chose comme ça. Donc j'ai R ici, C, et là j'ai R en parallèle avec RL. C'est petit r. D'accord? Donc mon E, je le retrouve ici, et mon V2, je le retrouve ici. D'accord? Et donc, si je veux exprimer V2 en fonction, V2 sur E en fonction de oméga, qu'est-ce que je peux appliquer ici? Je peux tout simplement appliquer le diviseur de tension. Donc, diviseur de tension, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner tout simplement V2 égale, donc à cette tension sur la somme de tout, multiplié par la tension qui se divise. Donc, c'est R parallèle à RL sur R parallèle à RL plus petit r plus ZC, le tout fois E. Donc, ça, c'est l'expression, je vais l'écrire, V2 sur E serait donc R parallèle à RL sur la somme R plus ZC plus R parallèle à RL. J'espère que vous arrivez à voir. Voilà. Et donc, ça, c'est la fonction de transfert en bloc. Là, il faudra la mettre sous une forme standard pour pouvoir, justement, lui tracer son diagramme de Bott. Alors, allons-y
pour la forme standard, parce que je ne vous cache pas, bon, dans ce cas, c'est très simple, parce que apparemment c'est une fonction du premier ordre, mais la difficulté de ces tracés, c'est justement la mise sous forme standard des fonctions de transfert, parce que c'est cette forme standard qui va vous permettre de tracer votre diagramme de Bott. Alors, j'efface ici, j'ai plus besoin de ça, et j'écris tout simplement mon T de oméga, qui est égal à R parallèle à RL, divisé par petit r plus ZC plus R parallèle à RL. D'accord? Et là, regardez. Alors, on va d'abord remplacer. Je sais que R égale à RL égale à 1 kg. Ceci voudra dire que R parallèle à RL va être égal à R sur 2. D'accord? Et donc, je sais que petit r égale à 50 ohms. Et là, ça va donner 500 ohms. Donc, R est très petit. Je peux le négliger devant R sur 2. Et donc, mon T de oméga, je vais l'écrire sous la forme R sur 2 divisé par R sur 2 plus ZC. Je néglige petit r devant R parallèle à RL. D'accord? Je néglige petit r devant R parallèle à RL. Et je remplace R parallèle à RL, je la remplace par R sur 2. Et donc, mon expression, c'est ceci. Et là, il suffit de remplacer donc, et de manipuler ce T de oméga. Alors, c'est R sur 2 divisé par R sur 2 plus 1 sur JC oméga. Alors, regardez, il faut être très vigilant et très astucieux lorsque vous devez mettre sous forme standard une expression de T. Donc là, je vais réduire au même dénominateur parce que vous savez très bien, il faut que j'ai 1 plus J oméga sur oméga 0. C'est une condition. Donc, c'est R sur 2 divisé. Donc, si je réduis au même dénominateur, Hada, il va monter ici et le JC oméga, il va donc en haut. Et donc, je vais avoir en bas 1 plus J RC oméga sur 2. D'accord? Et donc, ma fonction de transfert, je vais l'écrire. Donc, T de oméga serait égal tout simplement à J RC oméga sur 2 divisé par 1 plus J RC oméga sur 2. Alors, si je remarque, si j'observe bien, qu'est-ce que j'ai? Elle est de la forme J oméga sur oméga 0 divisé, c'est les mêmes termes ici, donc sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Et là, c'est un avantage d'avoir une seule pulsation caractéristique. Et donc, avec oméga 0 égale à quoi? Égale tout simplement à 2 sur RC. D'accord? Voilà ma forme standard. Donc, T de oméga est de la forme tout simplement T0 multiplié par T2. Ou bien, je peux l'écrire aussi T0 divisé par T1. D'accord? Et donc, on peut maintenant tracer le diagramme de Bott de cette forme de T. Donc là, je vais calculer quand même ces deux. Alors, R, c'était 1 kg 10 puissance 3. C, c'était 1 micro. Donc, 10 puissance moins 6. Et là, je vais avoir 2 fois 10 puissance 3 radians par seconde. Alors, si j'avais pas négligé petit r, j'aurais eu la même formule à peu près, mais avec un facteur A et une fréquence, une pulsation caractéristique pas forcément la même. D'accord? Donc là, on est en électronique et les approximations, elles sont toujours les bienvenues parce qu'elles vous permettent de faciliter et là d'éviter d'avoir des pulsations caractéristiques qui sont très très proches.
Hein. Donc, l'approximation qu'on a faite, elle est très judicieuse, donc il n'y a aucun problème. Ça reste très, très correct. Et donc, on a établi la fonction de transfert et on va tracer le diagramme de Bode. Donc, avant de passer au tracé de Bode, du diagramme de Bode sur le papier semi-logarithmique, on va faire quelques rappels. Alors, on vient d'établir que la fonction t de oméga s'écrit sous la forme j oméga sur oméga 0 que divise 1 plus j oméga sur oméga 0. Et donc, elle s'écrit sous la forme t0, t2. Et donc, t de oméga est une fonction complexe. Le tracé de Bode de cette fonction qui est complexe, donc le tracé de Bode de t de oméga, il est constitué, qu'est-ce qu'on a vu en cours? On a vu qu'il était constitué donc de deux graphes. Le premier est relatif au module de t de oméga et le second, c'est l'argument de t de oméga. Donc là, c'est le module et là, c'est l'argument. D'accord? Alors, concernant le module, on ne va pas tracer module de t directement, mais on va tracer le module de t exprimé en décibels, c'est-à-dire on va tracer donc 20 fois, donc ce qu'on appelle G, c'est 20 fois logarithme de module de t. Voilà. Donc, on va commencer par le premier graphe, donc le graphe qui représente les variations de G, à savoir 20 fois logarithme du module de t. Alors, G, donc t de oméga, c'est quoi? C'est t0, t2. Ceci voudra dire que le module de t, c'est le module de t0 que multiplie le module de t2. D'accord? Et là, si je veux exprimer g de oméga, c'est quoi? C'est 20 fois logarithme du module de t. Et c'est donc 20 fois logarithme de ce produit. Mais on sait très bien que le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Donc, je l'écris directement. C'est 20 fois logarithme de module de t0 plus 20 fois logarithme de module de t2. D'accord? Et d'où l'avantage de représenter G au lieu de représenter module de t. L'avantage, donc, il réside dans le fait de transformer donc, ce produit en une somme. D'accord? C'est la transformation du produit en une somme. C'est ce qui est très gérable du point de vue graphique, comme on va le voir tout à l'heure. Donc ça, je le note G0 et ça, je le note G2. Donc, pour tracer G de oméga, on va tracer G0 à part, G2 à part, les diagrammes asymptotiques, bien sûr, de G0 à part, de G2 à part. Ensuite, on va faire la somme de ces deux-là. Et donc là, je vais rappeler très brièvement les résultats du tracé asymptotique de G0 et de G2, sans pour autant redémontrer à chaque fois les diagrammes asymptotiques des formes standards. Alors, les diagrammes asymptotiques des formes standards, je l'ai dit et je l'ai redit et je le redis encore une fois, ça doit être un acquis et vous devez vous rappeler de ça parce que c'est un outil qui nous permet de tracer n'importe quel diagramme de Bode avec facilité. Alors, ce que l'on doit se rappeler, pour le tracé de G0, je me rappelle qu'en cours, on avait dit que G0, c'était tout simplement l'équation d'une droite qui passe par oméga 0 et qui présente une pente de plus 20 dB par décade. Donc là, je n'ai pas tracé à l'échelle, je ne vous ai pas montré comment faire. C'est le résultat
globalement. Donc ça, c'est plus 20 dB par D4. J'espère que c'est clair. Mais là, là c'est vraiment des rappels, hein, donc il n'y a aucun problème. On va tout refaire à l'échelle sur du papier semi-logarithmique. Et là, donc ça, c'est pour G0. Maintenant, pour le tracé de G2, je fais pareil. Et qu'est-ce qu'on avait vu en cours? On avait vu que G2 était, le diagramme asymptotique de G2 était en fait constitué de deux demi-droites dont oméga 0, le point oméga 0, c'est le point d'intersection de ces deux demi-droites. Donc la première, c'est une asymptote horizontale qui est superposée à l'axe des pulsations, donc d'équation G2 égale à 0, pour des oméga très petits devant oméga 0, et pour des oméga très grands devant oméga 0, on avait trouvé que c'était une demi-droite, donc de pente moins 20 dB par D4. Donc, une fois ces rappels faits, donc là, vous devez connaître comment évolue G0 asymptotiquement, bien sûr, le diagramme asymptotique de G0, le diagramme asymptotique de G2, et à partir de là, on peut tracer le diagramme asymptotique de G de oméga, tout simplement en faisant les sommes géométriques des diagrammes asymptotiques de G0 et de G2. Alors, avant de passer au tracé sur du papier semi-logarithmique, eh ben, je vous ai noté les étapes à suivre pour tracer G de oméga, dont je vous demande d'écrire sur vos cahiers et de vous en rappeler. Commençons par tracer le graphe de G. Donc, je prends ma feuille de papier. Comme on a dit en cours, c'est exactement de la même manière. Je choisis un système d'axes centré au milieu de ma feuille de papier semi-log. Donc, ça c'est G en décibels. Là, c'est la pulsation en radians par seconde. J'ai un oméga 0 de 2 fois 10 puissance 3 radians par seconde. Et donc, il faudra que ce oméga 0 soit au centre de ma feuille de papier. Donc, il faudra choisir la première valeur, la plage des oméga à balayer. Donc, si c'est là, c'est 2 10 puissance 3. Donc, si je commence ici par 10 puissance 2, ce point serait à 10 puissance 3, 10 puissance 4, et là, 10 puissance 5. Et à ce moment-là, mon oméga 0, il va se retrouver, c'est 2 10 puissance 3, donc 10 puissance 3, ça c'est 2 fois 10 puissance 3. Donc, oméga 0 est là. Donc, je trace G0. Alors, je vais écrire l'expression de G0 de ce côté. G0, on avait trouvé que c'était 20 fois logarithme de oméga sur oméga 0. 20 fois logarithme oméga sur oméga 0, donc c'est l'équation d'une droite de pente 20 dB par D4 qu'on a tracé en cours et que je reprends. Alors, pour pouvoir tracer, il faudra graduer mon axe des G. Donc, si je prends 10 décibels ici, là, ça sera 20 décibels et là, ça sera 30. Et de la même manière, là, c'est moins 10. 2 carreaux, dans 4 carreaux, c'est moins 20. 6 carreaux, c'est moins 30. 8 carreaux, c'est moins 40, etc. D'accord? Donc, voilà. Alors, ma fonction G0, on n'est pas obligé de redémontrer à chaque fois les tracés des formes standards. C'est un acquis qu'on va utiliser.
Donc, je l'avais rappelé tout à l'heure, G0, c'est l'allure donc d'une droite, G2, c'est quelle allure? Donc, le diagramme asymptotique ou le diagramme de G0 ici, puisqu'ils sont confondus, je vais prendre donc pour oméga égale oméga 0, G0 c'est 0, donc il passe par ce point. Et pour oméga égale à 10 fois oméga 0, donc une des 4, 10 fois oméga 0 c'est ici. G0 va être égal à quoi? Va être égal à 20 fois log de 10, donc c'est 20. Donc c'est 20 décibels. Et mon deuxième point, il va être ici. Donc je mets ici 10 oméga 0. Voilà. Et donc là, c'est une droite. J'ai besoin de 2 points seulement. Donc là, c'est l'équation d'une droite qui a une pente de plus 20 dB par D4. C'est plus 20 dB par D4. Donc ça, c'est G0. D'accord? Il faudra qu'on trace G2 et qu'on fasse la somme géométrique de G0 plus G2. Donc, pour G2, c'est quoi G2? G2, c'était moins 10 logarithme de 1 plus oméga sur oméga 0, le tout carré. Alors, je n'ai pas besoin de refaire le diagramme asymptotique ici, puisque en cours, on l'a vu et vous devez retenir le résultat. Donc, si je suis à oméga très petit devant oméga 0, mon G2 va être égal à 0. Et ça se voit ici. Si ça, c'est très petit, donc logarithme de 1, c'est 0. Et donc, G2, c'est 0. Et je vais le mettre en couleurs différentes. J'espère que le contraste va être bon. Donc, la première partie de mon G2, elle est là. Ensuite, pour oméga très grand devant oméga 0, donc ce 1 va être négligé et ce 2 va descendre et je vais donc avoir une asymptote d'équation moins 20 logarithme oméga sur oméga 0. Donc, je vais tracer la demi-droite. Pour oméga égale à oméga 0, donc c'est 0. Et pour oméga égale à 10 fois oméga 0, G2 va être égal à moins 20 décibels. Voilà. Et donc, le diagramme asymptotique de G2, c'est celui-là. Donc ça, c'est moins 20 dB par D4. Donc ça, c'est le diagramme asymptotique de G0. Ça, c'est le diagramme asymptotique de G1. Et on sait que G, c'est quoi? C'est G0 plus G2. C'est G2, hein, c'est pas G1, c'est un lapsus. Donc G, c'est G0 plus G2. Comment on va faire? On va faire la somme graphique ou bien la somme géométrique. Alors, avant oméga 0, regardez, avant oméga 0, il n'y a pas de problème. J'ai 0 plus cette demi-droite. C'est clair que c'est la demi-droite qui va l'emporter. Et donc, je vais assurer donc, la partie qui reste. Donc, la demi-droite, que je lui rajoute 0, et ben, il n'y aura rien de changé. Et au-delà de oméga 0, regardez, j'ai deux demi-droites symétriques par rapport à l'axe des oméga. Et donc, regardez, hein, regardez bien avec moi. Si je prends ce point, je veux faire la somme de ces deux demi-droites et je prends par exemple ce point avec ce point. Je vais remarquer que là j'ai 4 carreaux, là j'ai 4 carreaux mais opposés. Donc la somme des deux, elle va donner 0. Je vais venir ici, c'est pareil, j'ai 3 carreaux, donc ça va donner 0. Et c'est pareil. Et donc la somme, et vous allez le retenir, la somme de deux droites, de deux demi-droites symétriques par rapport à l'axe des pulsations, ça va toujours donner 0. Et donc, mon diagramme asymptotique de G, c'est ce qui est assuré ici. Donc ça, c'est le diagramme asymptotique de G.
Maintenant, il faudra tracer le diagramme réel. Pour tracer le diagramme réel, il faudra, comme on a fait en cours, remplacer dans l'expression sans approximation de G, donc remplacer dans G0 plus G2, et on prend, généralement on prend trois valeurs, on prend oméga 0, les fréquences caractéristiques, et deux pulsations, donc de part et d'autre, mais qui soient voisines de oméga 0. Donc on en a pris 3. Donc pour oméga égale oméga 0, on a trouvé G égale à moins 3 décibels. Donc c'est environ ici. Voilà. Et pour pour oméga égale à 2 fois oméga 0, donc 2 fois oméga 0, ça c'est 2, 3, 4, donc c'est ici. Je trouve un G de combien? De 0,35, pardon, de moins 7. Ah, 2 fois. Ah, 2 fois, c'est 0,96. Excusez-moi. Hein. Donc, c'est 0,96. C'est un peu moins de 1. Et donc, je me retrouve environ ici. D'accord? Et pour oméga égale à 0,5 oméga 0, donc 0,5 fois 2, ça va me donner 1. Donc, je me retrouve ici. 0,5 oméga 0, c'est ici. Et j'ai moins 7 décibels. Donc, moins 7 décibels, c'est à peu près là. Voilà. Et là, je sais que quand je suis loin d'oméga 0, c'est l'asymptote oblique. Quand je suis loin d'oméga 0 de l'autre côté, c'est 0. Et je joins les points. Et à ce moment-là, j'ai ma courbe réelle. Voilà. Bon, l'échelle, elle est un peu mal choisie. Bon, on était obligé de prendre ça parce que ma feuille de papier n'est pas très grande. Parce que si j'avais éclaté ici, vous auriez vu mieux le graphe obtenu. Voilà. On n'avait pas le choix. Hein. C'est la feuille de papier qui m'a limité pour l'échelle. Voilà. Passons maintenant au tracé de l'argument de t. On avait établi tout à l'heure que t de oméga, c'était tout simplement t0 que multiplie t2. Et on sait très bien que l'argument d'un produit, c'est donc l'argument de t. Ce n'est autre chose que l'argument de t0 plus l'argument de t2. Alors, l'argument du produit, c'est la somme des arguments, on le connaît. Et donc là, je vais rappeler seulement l'argument de T0, c'est quoi? Et l'argument de T2, c'est quoi? D'accord? Donc là, je rappelle hein, seulement. Donc l'allure de l'argument de T0, on l'a vu en cours, c'est l'allure suivante. Donc T0, c'est J oméga sur oméga 0. Donc c'est un nombre imaginaire pur. Son argument est tout simplement égal à pi sur 2. Là, je ne le reprends pas, c'est le cours. Par contre, l'argument de T2, c'est quoi? T2, c'est quoi? C'est 1 sur 1 plus J, c'est oméga sur oméga 0. Donc, son argument, alors phi 2, oméga. Donc, mon oméga 0, il est là. Si je suis à oméga très petit devant oméga 0, donc je vais avoir l'argument, donc c'est arc tangente moins oméga sur oméga 0 avec oméga très petit devant oméga 0, donc c'est 0. Donc, j'ai 0 jusqu'ici. Et ensuite, phi 2, c'est quoi? C'est moins arc tangente oméga sur oméga 0 lorsque oméga est très grand devant oméga 0. Donc, c'est quoi? C'est moins l'infini. Là, pourquoi je rappelle ça? C'est pour qu'on puisse tracer directement. Là, la démonstration elle a été faite en cours. Pour ça aussi.
Et donc, vous devez retenir que le résultat. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de redémontrer comment tracer T2, comment tracer Phi2, comment tracer ceci. Non, c'est un acquis. Là, je rappelle l'allure à peu près et on va l'utiliser pour tracer l'argument de T de oméga. D'accord? L'argument de T de oméga qui est égal à phi. Donc, je peux écrire phi, c'est quoi? Donc, je l'écris ici. Donc, phi. Donc, phi, c'est quoi? C'est argument de T0, il est égal à pi sur 2, plus l'argument de T2, c'est moins arctangente oméga sur oméga 0. Voilà. Donc là, c'est l'argument de T0 et ça, c'est l'argument de T2. Traçons maintenant l'argument de T, c'est-à-dire phi, et qui est égal donc à phi 0 plus phi 2 et qui est égal phi 0 donc c'est pi sur 2 quel que soit oméga plus arctangente oméga sur oméga 0. Donc pour cela je choisis mon système d'axe, il n'y a pas de problème comme d'habitude. C'est les mêmes réflexes qu'on a tout le temps. Donc mon système d'axe. Là, c'est oméga en radians par seconde. Là, c'est phi. Et je vais graduer donc mon axe des omégas. Je gradue mon axe des omégas. Donc là, c'est 10 puissance 2, comme on l'a fait pour G. 10 puissance 3, 10 puissance 4 et 10 puissance 5. Alors, oméga 0, c'est 2 fois 10 puissance 3, donc c'est ici. Je vais graduer l'axe des arguments. Donc, si je prends 4 carreaux pour pi sur 2, donc 8 carreaux, ça serait pour pi. Et moins 4 carreaux vers le bas, donc ça me donne moins pi sur 2. Et là, ça me donne moins pi. Voilà. Et donc, on commence par placer phi 0. Phi 0, c'est pi sur 2, quel que soit oméga. Et donc, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des pulsations, quelle que soit cette dernière. Ou bien, quelle que soit la valeur de cette dernière, bien sûr. Donc, là, c'est phi 0. OK? Et donc, phi 2, c'est quoi? On avait dit que phi 2, donc on l'a vu en cours, vous devez vous rappeler de ce résultat. C'est que le diagramme asymptotique de phi 2, c'est 0 avant oméga 2 et c'est moins pi sur 2 après oméga 2. C'est comme ça que vous devez vous rappeler de ceci. Vous n'allez pas à chaque fois démontrer et redémontrer, c'est un acquis. C'est comme la table de multiplication pour l'arithmétique, la table d'addition, le tableau de Pythagore, etc. D'accord? Donc, là, phi 2, je vais avoir 0 avant oméga 0 et moins pi sur 2 au-delà d'oméga 0. Donc, ça, c'est phi 2. Première étape franchie. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va déduire le diagramme asymptotique de T, c'est-à-dire phi. Donc, pour cela, on va faire la somme graphique comme on l'a fait pour G. Donc, avant oméga 0, qu'est-ce que j'ai? J'ai pi sur 2 et 0. Donc, c'est le pi sur 2 qui va rester, tout simplement. Et au-delà d'oméga 0, j'ai plus pi sur 2 moins pi sur 2. Donc, c'est symétrique. Ça va me donner 0. Voilà. Et donc, ça me donne ceci. Donc, c'est la courbe assurée. Donc, le diagramme asymptotique de phi, c'est ce qui est assuré sur le papier. Maintenant, ça, c'est le diagramme asymptotique. Pour clôturer, pour terminer notre étude, il faudra qu'on trace le diagramme réel. Et pour cela, on prend 3 valeurs comme on l'a fait dans le cas de G. Et les valeurs, bien sûr, donc oméga 0, 0,5 oméga 0 et 2 fois oméga 0. Donc 0,5 oméga 0, c'est ici. Et on a fait le calcul, on a trouvé 0,35 pi. Alors, comment je vais placer 0,35 pi? Alors, j'ai 4 carreaux pour 0,5. Donc, pour 0,25, j'ai 2 carreaux. Et pour 0,37, j'ai 3 carreaux. Donc, 0,35, c'est légèrement en dessous
du troisième carreau. Très bien. Pour oméga égale oméga 0, donc c'est pi sur 4, c'est ici. Et pour oméga égale à 2 fois oméga 0, donc 2 fois oméga 0, je le place où? Oméga 0, et donc c'est 2, 10 puissance 3. Donc, fois 2, donc ça me donne 4. 2, 3, 4. Donc, c'est ici. 2 fois oméga 0, c'est là. Et j'ai 0,15. 0,15. Donc, là, c'est 0,25. Là, c'est 0,125. Donc, 0,15, c'est à peu près ici. Voilà. Et donc, je sais qu'au-delà d'oméga 0, c'est 0. C'est une asymptote. C'est une asymptote aussi de ce côté. Et donc, il faut joindre les points intermédiaire et ça me donne une sigmoïde, 2 points d'inflexion, oméga 0 comme ordonnée, comme abscisse et pi sur 2 comme ordonnée. Donc ça, le point d'inflexion de la courbe représentative de l'argument de phi, hein, c'est la pulsation, il se trouve à la pulsation caractéristique. Voilà le tracé de l'argument de t qui est phi. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, c'est bon. Donc, la dernière question, c'est la question numéro 4. On nous dit donc, pour adapter le quadripôle, on remplace la charge RL par une inductance d'impédance ZL égale à JL oméga. Et on nous dit calculer l'impédance d'entrée et en déduire les conditions d'adaptation. Calculer l'impédance d'entrée, on nous demande de déduire les conditions d'adaptation dans ce cas. Alors, on doit redessiner le circuit. Donc, j'avais un condensateur, une résistance R. Donc, c'est R. Et là, c'est petit r et E. Et là, la charge, on la remplace par ZL. Et mon quadripôle, il est là. Donc, mon impédance d'entrée, c'est quoi? Mon impédance d'entrée, c'est V1 sur I1. On va calculer V1 sur I1 avec une charge telle qu'elle. Alors, bon, c'est clair que là, donc, ce schéma, il est en fait équivalent au suivant. Donc là, je remplace R et ZL donc, par une seule boîte. Et là, j'ai V1, I1. Et de suite, je remarque que V1, c'est tout simplement ZC plus R parallèle à ZC fois I1. Donc, l'impédance d'entrée, c'est tout simplement V1 sur I1. Il est clair, c'est l'impédance équivalente. Donc, c'est ZC plus R en parallèle avec ZL. Plus R en parallèle avec ZL. Et on nous demande de déduire les conditions d'adaptation. Parce qu'en fait, on veut adapter le système. Donc, on avait vu en cours les conditions d'adaptation, c'est quoi? Donc, si j'ai déterminé ZE, c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, entre les bornes d'entrée, le générateur, il voit tout le quadripôle. Il le voit sous quelle forme? Il le voit comme étant une impédance ZE. Donc, en fait, on peut avoir un schéma réduit à l'entrée. Donc, le schéma réduit à l'entrée, c'est quoi? Le schéma réduit à l'entrée, c'est tout simplement donc, mon générateur. Comme ça c'est le générateur. Ce générateur va voir tout le quadripôle, donc tout ce qui vient après, il va le voir sous la forme donc d'une impédance d'entrée. C'est ZE qui informe le générateur de tout ce qu'il y a en sortie, etc. Donc, les conditions d'adaptation, c'est quoi? Je sais que ZE, pour qu'il y ait adaptation,
Donc, il faudra que ZE soit égal tout simplement, ou bien ZE étoile égale à R. D'accord? Et donc, on va devoir d'abord écrire ZE sous la forme A plus JB, ensuite identifier avec R. Donc, ZE, c'est quoi en fait? Et je peux appliquer, avant de développer l'expression de ZE, je peux appliquer le complexe conjugué encore une fois. Donc, j'aurai ZE étoile, étoile. On a fait un exercice comme ça. Normalement, il ressemble à ça. C'est l'exercice 10 de la série 1. Hein, si vous allez voir, vous allez trouver, c'est une question qui est similaire à celle-ci. Donc, ZE égale à R. Donc, il suffira d'exprimer ZE, donc, et de la mettre sous la forme A plus JB et de l'identifier à R par la suite. Donc, on va faire le calcul tout de suite. Donc, ZE, c'est en fait, on avait dit que c'était quoi? ZE était égal à ZC plus R parallèle à ZL. Donc, je développe directement, ça y est, vous êtes rodé maintenant, 1 sur JC oméga, plus le produit sur la somme, donc JL R oméga sur R, plus JL oméga. Et là, pour mettre sous la forme A plus JB, je l'avais dit à maintes reprises, donc je travaille par partie, c'est pas la peine de réduire au même dénominateur et de compliquer les calculs. Donc, je multiplie par le complexe conjugué ici et j'aurai moins J sur C oméga. Et là, je fais pareil, donc plus JL oméga R, facteur de R moins JL oméga, que divise R au carré plus L oméga au carré. Et donc là, je vais mettre partie réelle avec partie réelle et partie imaginaire avec partie imaginaire. Et je vais le faire rapidement, donc vous avez intérêt à bien me suivre, à vous concentrer avec moi. Et donc là où j'ai J au carré, c'est ça la partie réelle, parce que J2 c'est moins 1, avec le moins ça va donner plus 1, et donc je vais avoir R, L oméga au carré, divisé par R au carré, plus L oméga carré, plus la partie imaginaire, donc je mets un J, et donc là c'est moins 1 sur C oméga, alors là c'est plus L oméga R au carré, sur R au carré plus L oméga, le tout au carré. Et donc là, je l'identifie avec R. Et donc, tout ce terme va être égal à quoi? Va être égal à R. On va l'écrire après. Donc, si je mets ZE égale à R, donc ZE égale à R, ceci voudra dire que réel de ZE va être égal à petit r, et imaginaire de ZE va être égal à quoi? Va être égal à 0, puisque la partie imaginaire de R, c'est 0. Et là, on va le faire tout de suite. Donc, réel de ZE, c'est ça la partie réelle. Donc, je vais avoir R, L oméga carré, divisé par R2 plus L oméga au carré. Ceci va être égal à R. Et la partie imaginaire va être égale à 0. Et donc, je l'écris. Donc, moins 1 sur C oméga plus L oméga R au carré sur R au carré plus L oméga au carré, ceci égale à 0. Voilà. Et donc ça, c'est les conditions d'adaptation de mon système. Ça, c'est les conditions d'adaptation. Et enfin, dans la dernière question, on nous demande de calculer la valeur de L lorsque cette adaptation est réalisée. Donc, pour calculer L, l'expression, pour déterminer l'expression de L, donc on va remarquer que j'ai la valeur de C, et je remarque que ce terme, il y a une combinaison donc, entre ces deux termes. Donc, si je prends la relation 1, donc, si je prends la première relation, R égale à R, L oméga sur R2 plus L oméga carré.
Donc, si je multiplie et je divise par R ce terme, donc ça va me donner quoi? Ça va me donner tout simplement, alors L, donc ça, regardez, cette partie, L oméga R au carré sur R au carré plus L oméga au carré, c'est quoi? C'est 1 sur C oméga. Et donc, petit r serait égal à quoi? Serait tout simplement égal à 1 sur RC oméga. D'accord? Si j'ai pas fait d'erreur, j'espère que j'ai pas fait d'erreur. Normalement, c'est bon. Voilà. Et là, il y a un L, pardon. Hein. Donc, L oméga. Voilà. Donc, c'est L oméga sur R fois 1 sur E. Voilà. L oméga. Très bien. Et donc, oméga va disparaître avec oméga et il va me rester que petit r égale à L sur RC. Et donc, L, c'est tout simplement R grand R C. Donc, ainsi se termine notre exercice. J'ose espérer que vous avez tracé sur du papier semi-log avec moi, que vous avez développé tous les calculs et que vous avez noté tous les questionnements qui vous parviennent par l'esprit et que vous m'enverrez ou que vous allez me poser en direct quand on se verra. Et donc, d'ici là, je vous dis bon courage, bonne journée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.